Bienvenue dans le débat de France 24. À eux deux, ils gouvernent le monde, ou du moins une bonne partie, et surtout les décisions qu'ils prennent aujourd'hui conditionnent l'avenir de la planète. Les États-Unis et la Chine sont engagés depuis maintenant des mois dans une partie de bras de fer qui s'accélère à un mois de l'ultimatum fixé par Washington sous peine de relèvement des droits de douane sur des centaines de milliards d'importations chinoises. Donald Trump accueille à la Maison-Blanche le négociateur en chef envoyé par Pékin et il a déjà réagi comme souvent sur Twitter. Donald Trump, je vous propose de voir en quelques images. Voilà ce que dit Donald Trump. Les principaux négociateurs chinois sur le commerce sont aux États-Unis pour rencontrer nos représentants. Les réunions se passent bien avec de bonnes intentions et un bon esprit des deux côtés. La Chine ne veut pas d'une hausse des droits de douane et elle a le sentiment qu'elle se portera beaucoup mieux si elle conclut un accord. Elle a raison. Je vais rencontrer leurs principaux dirigeants et représentants aujourd'hui dans le bureau ovale. Aucun accord final ne sera conclu avant que mon ami le président Xi et moi-même nous rencontrions dans un avenir proche pour discuter et nous mettre d'accord sur certains des points les plus difficiles. Une transaction très large. Les représentants de la Chine et moi-même cherchons à conclure un accord complet, ne laissant rien sans résolution sur la table. Tous les nombreux problèmes sont abordés et seront, espérons-le, résolus. Nos droits de douane sur la Chine augmenteront de 25% le 1er mars. Donc, tout le monde travaille dur pour s'entendre d'ici cette date. Alors, va-t-on vers un apaisement ou au contraire une guerre commerciale sans merci aux conséquences potentiellement dévastatrices pour l'économie mondiale, alors que la croissance inquiète et que les signes de surchauffe s'accumulent? On en débat avec ici même Jean-Raphaël Chaponière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à Asie 21, c'est un groupe de réflexion sur l'Asie et asialiste. Co-auteur de l'économie de l'Asie du Sud-Est au carrefour de la mondialisation. Merci d'être avec nous. Bonjour également à vous, Jean-Paul Chang. Vous êtes économiste, consultant, spécialiste de la Chine. Fabrice Epelmoin, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste de cybersécurité. Et puis avec nous, en direct de New York, Elsa Conessa, vous êtes correspondante à New York pour le journal Les Échos. Elsa Conessa, merci d'être avec nous. Cette rencontre, elle est particulièrement importante. La Chine, d'ailleurs, a envoyé pour l'occasion celui qui dirige pour la partie chinoise ses pourparlers et qui conseille directement Xi Jinping. Comment est vécu cet accueil aux États-Unis? C'est une rencontre qui est très scrutée ou, vu de New York, ça semble loin? Ah non, c'est une rencontre qui est très scrutée. Les négociations avec la Chine, ça fait partie des sujets que les Américains surveillent de très près. C'est vraiment la Chine est perçue comme l'ennemi numéro 1 ou l'allié numéro 1 selon les points de vue. Donc ces négociations sont suivies de très près. En revanche, il faut être assez clair, aucune annonce n'est attendue aujourd'hui. Les espoirs étaient assez faibles en début de matinée. La mise en accusation de Huawei a montré que les relations étaient tendues dans la période actuelle. Et le tweet de Donald Trump ce matin qui a expliqué qu'il n'y aurait aucun accord tant qu'il ne se serait pas vu en gros en face à face avec Xi Jinping a clairement tué tous les derniers espoirs d'un accord aujourd'hui. Donc c'est un énième round de discussion, de cycle de discussion entre l'administration Trump et Pékin. Mais on n'en attend pas grand-chose aujourd'hui, il faut être assez clair. Jean-Raphaël Chaponière, il a douché un peu les espoirs, Donald Trump, avec ses tweets aujourd'hui, de parvenir à une percée dans ses négociations. Il y a différents sons de cloche, parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, il disait ça se présente très bien, et puis derrière, on a eu le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, qui au contraire a dit que ça n'allait nulle part, et puis là, de nouveau, bon, voilà, il a espoir. Comment comprendre tout ça ? Je pense qu'il y a 2 choses, effectivement. C'est que, il y a des négociations commerciales qui cachent sans doute un autre enjeu qui est quand même beaucoup plus important, qui sont l'enjeu technologique, dont on reparlera tout à l'heure. Les négociations commerciales, on vit... Pour le moment, si vous voulez, il y a eu des remarques de Trump disant que la Chine était aux abois, qu'elle a un taux de croissance très faible. C'est quand même, on est loin d'être aux abois et on a une drôle de guerre, en fait, pour le moment. Je veux dire, sauf peut-être au mois de décembre, où effectivement, il y a une chose qui sont un peu contractées en Chine au niveau des exportations. Oui, jusqu'à présent, c'est quand même le taux de croissance le plus faible en près de 30 ans, mais si vous voulez, en 2007, quand la croissance chinoise était beaucoup plus forte, la Chine a ajouté l'Irlande à l'économie mondiale. Maintenant, elle ajoute la Suisse. Donc, je veux dire, on est passé... Vous voulez dire, c'est la croissance chaque année d'un PIB équivalent à celui de la Suisse. Le delta maintenant. Donc elle va quand même pas... Alors, bien sûr, il y a des incertitudes, il y a des questions sur les chiffres. Mais je pense qu'économiquement, l'un et l'autre ont sans doute intérêt à un accord. La Chine, parce que jusqu'à présent, ce ralentissement était dû à des mesures intérieures et pas du tout à ce qui se passe. Ça commence à chauffer un peu en décembre. Et les États-Unis, parce qu'effectivement, il y a un impact sur les États-Unis et sur les filiales américaines en Chine.
Mais politiquement, ça me semble beaucoup plus difficile. On va voir quand même la balance commerciale américaine. C'était en septembre 2018. Donc sur l'année 2018, tout simplement, le déficit n'avait cessé de se creuser. Oui, Jean-Paul Chang. Oui. Oui, enfin, sauf que quand on raisonne comme ça, on raisonne au 19e siècle. Je veux dire, les filiales américaines en Chine vendent pour 400 milliards de dollars. Donc, si vous regardez en Chine, en Chine, pardon. Donc, effectivement, si vous agrégez tout ça, on a une image totalement différente. Jean-Paul Chang, on se méprend. On va regarder quand même l'évolution de cette balance commerciale parce que c'est vrai que c'est la principale préoccupation affichée par Donald Trump et auparavant par son conseiller Steve Bannon, qui l'a largement influencé aussi dans cette stratégie de cibler la Chine. Est-ce que on se méprend lorsqu'on se contente de voir cet indicateur, ou est-ce qu'il ne démontre pas au contraire que pour l'instant, en tout cas, les menaces n'ont pas eu d'effet ? Alors, les menaces, il faut voir les mesures qui sont déjà prises. En fait, les premières mesures ont été annoncées au mois de mars. Il y a eu des tentatives de conciliation vers le mois de mai. C'est retombé. Et au mois de juillet, je crois qu'il y a déjà une surtaxation pour une trentaine de milliards de produits chinois. Et la menace était qu'à partir du 1er janvier de cette année, on allait rajouter une taxe de 25% sur, je crois, 200 milliards de produits chinois, sur lesquels il y avait déjà 10% qui sont aujourd'hui pratiqués. Alors, pour le moment, ce n'est pas catastrophique pour la Chine. Donc, même si, effectivement, ça crée une certaine tension, du pessimisme, l'incertitude sur l'avenir, mais c'est vrai que sur le plan macroéconomique, c'est pas ça qui joue sur la croissance chinoise. Et le 6,6% de la croissance de 2018 est loin d'être négligeable et médiocre, même si tout le monde avait annoncé, en fait, depuis des années, que la croissance chinoise ne peut pas se maintenir à un certain niveau. Les Chinois avaient annoncé eux-mêmes que ce sera autour de 6,5% en moyenne sur les 5 années depuis 2013. Donc, on va voir d'ailleurs ces tarifs douaniers. On ne voit pas d'effet. Par contre, les rétorsions chinoises ont produit quelques effets aux États-Unis, à savoir l'arrêt de l'importation du soja américain a été durement ressenti par les producteurs américains. Il a fallu que le gouvernement américain prenne des décisions exceptionnelles pour les subventionner, pour passer le mauvais cap. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas, effectivement, comme disait notre interlocuteur là, que ce n'est pas seulement un problème concernant le déficit, ça concerne d'autres choses. Il faut dire que les reproches que les Américains font vis-à-vis des Chinois, les reproches ont beaucoup évolué sur le temps. Dans un premier temps, ils font du dumping, effectivement, bas coût de salaire. Ensuite, ça a été la manipulation de la monnaie chinoise. Et ensuite, le déficit, bien sûr, qui ne se résorbe pas et qui continue à croître. Et aujourd'hui, c'est une remise en cause. Quand même. On entend ça depuis Hank Paulson, qui était secrétaire au Trésor. Sauf que le discours américain, c'est structuré. C'est-à-dire, avec toutes ces années, c'est presque bipartisan comme discours aujourd'hui. C'est de dire que si les Chinois réussissent si bien, c'est parce qu'ils ont volé notre technologie, ils n'ouvrent pas leur marché. Et finalement, in fine, c'est leur système économique qui est en jeu, parce que c'est un système étatique et les groupes chinois sont en position de concurrence non loyale. Mais ça, on peut exiger, obtenir des résultats à court terme des Chinois, parce que ce que veulent les Américains, c'est des actions immédiates, parce que c'est dans un mois qu'on va augmenter les droits de douane, sinon. Alors, les discours se sont affinés, donc des deux côtés, en tout cas globalisés. Du côté américain, c'est devenu quelque chose de plus structuré, puisqu'ils contestent aujourd'hui le système économique en Chine, les problèmes d'accès au marché chinois. Voilà, l'ouverture au marché, ça c'est possible. Est-ce que la Chine serait prête à ouvrir son marché davantage aux produits agricoles américain, par exemple? C'est proposé, je pense, par le vice-premier ministre chinois. Là, cette première réunion, cette première négociation, disons, sérieuse, parce qu'il y en a encore 2 autres avant le 2 mars, il y en aura 2 autres, probablement comprend déjà l'élément achat massif de soja américain, ainsi que de gaz liquéfié américain, pour effectivement arriver à supprimer le déficit qui est de l'ordre de 300 milliards de dollars d'ici 2025. Donc ça, à mon avis, c'est un élément qui est quasiment acquis. Mais évidemment, tout peut être remis en question si, sur les autres points, il y a blocage. Alors, les autres points sont fondamentaux parce que ça touche à la souveraineté des pays. Voilà. Fabrice Epelboin, la Chine a lancé, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, un plan baptisé Made in China 2025, c'est en 4 ans même, destiné à devenir le leader mondial de l'aéronautique, de la robotique, des télécommunications ou encore l'intelligence artificielle et des véhicules à énergie nouvelle. Autant de secteurs où la Chine entre en rivalité directe avec les États-Unis. C'est une déclaration de guerre économique.
Ah, totalement. Il y a deux grandes puissances dans le numérique et dans les nouvelles technologies d'une façon générale, qui sont les États-Unis et la Chine. Et c'est les deux seules puissances qui sont par ailleurs souveraines. Toutes les autres sont des colonies, à l'exception de la Russie qui a encore préservé une partie de sa souveraineté. Tous les autres pays de la planète sont des colonies numériques, soit chinoises, soit américaines, pour l'essentiel américaines. C'est notre cas à nous en France comme partout en Europe. Donc, lorsque la Chine se donne pour objectif d'ici 2025 de devenir le leader mondial dans ces technologies, c'est une manière de dire nous dominerons ce qui va faire l'avenir économique du monde. Les Américains ne peuvent que, évidemment, le vivre comme une agression. Forcément. C'est la pièce maîtresse de la domination américaine à l'heure actuelle, les technologies. C'est comme ça que les États-Unis ont rebondi pour conserver cette position de leadership mondial qu'ils occupent depuis plus d'un siècle, près d'un siècle. Et il est évident que si la nation qui viendrait à ravir ce leadership aux États-Unis deviendrait très largement le leader mondial pour le siècle à venir. Elsa Conessa, il y a les objectifs, il y a aussi les méthodes de négociation. On a face à face une administration chinoise dont on peine parfois à comprendre exactement quels sont les objectifs, tant tout semble parfois sibyllin. Et puis du côté américain, un président qui tweete abondamment chaque jour, quitte à se contredire ou contredire ses propres adjoints. C'est la rencontre du feu et la glace, ces négociations. Oui, c'est pas faux. C'est sûr que Donald Trump a une capacité à se mettre en scène qui fait que c'est parfois assez peu lisible, enfin que sa politique est parfois assez peu lisible. Ceci étant, il est assez constant lui aussi dans ses demandes, on le disait tout à l'heure, et il n'est pas en position de faiblesse parce que les grandes entreprises américaines qui sont présentes en Chine font pression, elles le poussent à essayer de mettre fin à ce conflit commercial le plus vite possible, mais finalement, pour les consommateurs américains, l'impact, pour l'instant, il est assez limité. Il y a des chercheurs de Princeton et de la LSI qui ont essayé de calculer l'effet des surtaxes sur le panier moyen de la ménagère, entre guillemets. Et pour l'instant, on en est à quelque chose comme 60-70 $ par an. Alors, dans l'hypothèse d'une montée en charge de ces surtaxes au 1er mars, on passerait à quelque chose comme 120 $ par an. Donc pour l'instant, en fait, l'économie américaine, qui dépend assez peu des importations, je crois que c'est à peu près 10%, 12% du PIB américain, elle est assez peu exposée finalement à ce risque commercial. C'est un risque pour les marchés, les investisseurs n'aiment pas du tout les tensions commerciales, ça introduit beaucoup de fébrilité, de turbulence sur les marchés, mais finalement pour ses électeurs à lui, c'est relativement sans effet à ce stade et au contraire, en fait, il se gargarise de cette espèce de démonstration de virilité dont à chaque fois il fait preuve et qui le sert plutôt politiquement. Alors effectivement, il y a le cas des agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, et en particulier de ces fermiers de l'Iowa qui sont très dépendants de la Chine, ça c'est un problème politique pour Trump. Mais globalement, vis-à-vis de ses électeurs, il a plutôt tout à gagner et il a les moyens d'attendre. D'autant qu'on peut penser, Jean-Raphaël Chaponière, qu'avec un tel déficit commercial, les États-Unis ont davantage de leviers sur la Chine que l'inverse. Oui, mais enfin, je pense qu'il faut peut-être quitter un peu le commerce pour regarder là où il se passe des choses vraiment beaucoup plus importantes, c'est l'investissement. Si vous voulez, il y a deux choses. Le CIFES, l'organisme donc chargé de la surveillance d'investissement, joue à plein, et on a quand même une chute de 90% de l'investissement chinois aux États-Unis. Alors, bon, il y a une partie qui était immobilier, donc ça fait plaisir en tout cas aux Chinois, mais il y a aussi une partie technologique et inverse. Donc on a une chute des investissements considérable. Et puis, ce sont quoi, des mesures de rétorsion ou Non, c'est simplement le CIFES qui a un organisme de contrôle des investissements. Maintenant, contrôle systématiquement tous les rachats, quels qu'ils soient. Avant, c'était à la demande. Maintenant, c'est tout. Et donc là, on a une chute de 90% de l'investissement chinois aux États-Unis, qui veut dire aussi... Qui s'explique par quoi ? Par le refus américain. Oui. C'est une question de souveraineté pour les Américains. Il y a aussi la Chine qui avait commencé à jouer, mais surtout pour éviter les investissements qui étaient un peu des détournements de fonds dans l'immobilier. Et puis, il y a une deuxième chose sur l'investissement, et là où on a lié au commerce, c'est que, si vous voulez, hier, Foxconn a annoncé qu'il renonçait, qu'il renonçait à 2 gros investissements, dont... Oui. Enfin, renoncer, disons, il repoussait, dont celui qui avait été inauguré, le coup de pioche avait été donné par Trump et le
PDG de Foxconn au Wisconsin. C'était donc un investissement un peu préélectoral, donc avant les primaires. Et Foxconn avait un deuxième investissement, 10 milliards aussi. 10 milliards, c'est quand même le plus gros investissement jamais fait en industriel aux États-Unis. Et Foxconn a aussi 10 milliards sur Canton. Ils ont repoussé ces investissements à cause de toute incertitude. Donc je veux dire, effectivement, c'est pas grand-chose, $120 par ménage. Simplement, on a sur les anticipations des choses qui se mettent en marche. Oui. On craint, donc les gens investissent moins. Donc je pense que c'est plutôt sur ce côté-là qu'il faut voir l'impact que sur le commerce. Jean-Paul Chang, Donald Trump qui vient de céder aux démocrates sur le mur, est-ce qu'il n'a pas démontré là ses limites en tant que négociateur, le fait que finalement son apparente dureté n'est que du bluff? Est-ce que ça peut peser ça dans sa capacité à négocier avec la Chine? Je pense qu'il y a un contexte domestique américain qui va beaucoup jouer. C'est-à-dire, même si on pouvait encore rester rationnel dans les relations internationales, en tout cas commerciales, ils ont effectivement intérêt, dans la mesure où les deux économies sont tellement intégrées depuis tant d'années, que d'arriver à un accord. Mais il est clair que si jamais, quoi qu'il arrive, même s'il y a un accord, même s'il n'est pas parfait, même s'il obtient des concessions importantes de la part des Chinois, c'est ce que moi je crois. Je crois que les Chinois tiennent beaucoup à repartir avec les Américains d'une façon générale. Ne serait-ce que pour rassurer, justement, comme le disait Jean-Raphaël Chapodière, parce que c'est là que se joue sur les anticipations. Foxconn, c'est Taïwan, hein, donc à la rigueur, les Chinois, ils regardent ça de loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que, quel que soit l'accord, Donald Trump, dans le contexte politique américain, mais ce n'est pas ma spécialité, je pense que de toute façon, il sera critiqué par ses opposants domestiques, parce que c'est tout ce que fait Trump aujourd'hui, que ce soit sur la Chine, sur le mur, sur le reste, est systématiquement contesté par ses opposants. Donc ça complique un peu les choses pour les Chinois. Oui. Voilà. C'est peut-être tout de même, Elsa Conessa, ce versant de la politique de Donald Trump qui peut-être fait le plus consensus aujourd'hui aux États-Unis? Oui, je pense que très clairement, on a vu l'évolution même du discours politique des démocrates sur le sujet. Hein, même pendant la campagne de 2016, on voit que Hillary Clinton a essayé de tempérer un petit peu son discours libre-échangiste qui était un peu la marque de fabrique des démocrates ces 15 dernières années. Aujourd'hui, plus personne ne parle de revenir dans les différents accords commerciaux que Trump a remis en cause. Il est attaqué sur le ton. C'est-à-dire, généralement, quand il s'attaque aux Européens, effectivement, ça ne plaît pas aux politiques américains. On n'aime pas que l'Amérique critique son allié historique. Mais sur le fond, finalement, cette idée qu'il faut essayer d'obtenir plus et que finalement, les grands accords commerciaux de ces 20 dernières années n'ont pas été forcément toujours aussi favorables aux Américains que pour les ménages américains qu'on le disait, commence à s'imposer en fait, progressivement. Donc effectivement, sur le mur, il est très critiqué, sur beaucoup d'autres sujets, l'immigration, etc. Même la réforme fiscale, d'ailleurs, il est assez critiqué là-dessus. Mais sur le commerce, globalement, il est plutôt soutenu. On va se retrouver dans un court instant. On marque une brève pause et ce sera la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, deuxième partie, toujours consacrée donc aux différends commerciaux au pluriel entre les États-Unis et la Chine. Une délégation chinoise de haut niveau est actuellement à Washington, reçue par Donald Trump. Elle est emmenée par le principal conseiller économique de Xi Jinping. On en parle avec toujours ici même à mes côtés Jean-Raphaël Chapodière, chercheur associé à Asie 21 et Asialiste, groupe de réflexion sur l'Asie. Également avec nous Jean-Paul Chang, économiste et consultant spécialiste de la Chine. Fabrice Epelboin, vous enseignez à Sciences Po Paris, spécialiste de cybersécurité et toujours en duplex de New York. Elsa Conessa, correspondante à New York pour Les Échos. Merci à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Parmi les nombreuses récriminations, Washington accuse Pékin de pratiques commerciales déloyales, notamment des transferts forcés de technologies, des aides d'État que verserait Pékin aux entreprises chinoises qui fausseraient la concurrence, mais surtout, ou encore, le vol de la propriété intellectuelle américaine. Fabrice Epelboin, on le voit là, ce sont des récriminations qui datent finalement d'un certain temps. Rien n'est nouveau ici. Rien n'est nouveau et par ailleurs l'affaire Snowden a montré que les Américains faisaient rigoureusement la même chose en termes de vol de propriété intellectuelle. Jusqu'à aujourd'hui, les champions du monde, c'est la NSA et il est tout à fait prévu et logique dans les yeux de la NSA d'aller dérober des secrets industriels aussi bien en Chine qu'en Europe pour les donner aux entreprises nationales. En réalité, tous les États qui sont en mesure de faire ça le pratiquent. Oui.
Alors, les aides d'État versées aux entreprises, bon, bah là, effectivement, on peut regarder aussi du côté des États-Unis comment cette situation-là est gérée. Toujours est-il que sur cette question du vol de la propriété intellectuelle, il y a un exemple aujourd'hui avec le premier équipementier télécom mondial, le chinois Huawei Technologies, qui fait l'objet d'accusations d'espionnage dans plusieurs pays. Les faits qui lui sont reprochés, eh bien, la justice américaine a dévoilé lundi 13 chefs d'inculpation à l'encontre de ce géant chinois, certains liés d'ailleurs à des violations des sanctions américaines contre l'Iran. Elles visent la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, qui est la fille du fondateur et qui a comparu, donc c'était mardi devant un tribunal de Vancouver au Canada où elle est détenue depuis décembre en vue de l'examen de sa demande de libération conditionnelle alors que la justice américaine, elle réclame son extradition vers les États-Unis. Les explications en images de Sandro Lutiens. On l'aura aperçu quelques petites secondes à sa sortie du tribunal mardi. Arrêté le 1er décembre au Canada sur demande américaine, Meng Wanzhou est au cœur d'une crise diplomatique et commerciale entre la Chine et les États-Unis. Washington accuse Huawei de violation des sanctions américaines contre l'Iran et d'espionnage industriel. Ces affaires montrent qu'en tant que pays, nous devons faire très attention aux risques posés par des compagnies comme Huawei, tant que nous les laissons entrer dans notre infrastructure de télécommunications. Selon les services de renseignement américains, les équipements du géant chinois, deuxième fabricant mondial de smartphones, contiendraient des logiciels clandestins destinés à l'espionnage. Des accusations rejetées en bloc par le gouvernement chinois. Nous demandons aux États-Unis de retirer immédiatement leur mandat d'arrêt et leur demande d'extradition contre Mme Meng Wanzhou. Nous leur demandons officiellement de cesser la persécution contre Huawei et d'autres entreprises chinoises et de les traiter de manière objective et impartiale. Les relations sont décidément tendues alors que se profilent des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Des négociations déterminantes et dans lesquelles Huawei pourrait servir de variable d'ajustement. Le timing de l'affaire n'est pas tout à fait anodin. On voit que l'économie chinoise ralentit et donc le jeu pour les États-Unis, ça va être naturellement d'utiliser toutes les cartes en main actuellement. Et pour bien les utiliser, eh bien, un peu plus de pression n'est pas inutile. Lundi, les États-Unis ont déposé une demande d'extradition officielle pour Meng Wanzhou. Audience prévue le 6 février. Alors Elsa, connaissant, on l'imagine, c'est une très mauvaise publicité pour Huawei aux États-Unis, qui plus est associé à l'ennemi politique absolu qu'est l'Iran. Oui, c'est certain. Cela dit, Huawei ne peut pas vendre de téléphone aux États-Unis. Donc, c'est surtout une affaire politique. D'ailleurs, c'est ce qu'a répondu Pékin, vous le disiez dans le reportage. Il y a clairement une volonté américaine d'envoyer un signal menaçant à la Chine, alors qu'on est dans la dernière ligne droite des négociations sur le commerce. Mais effectivement, on constate que dans la presse américaine, il est assez peu fait mention de l'affaire d'espionnage par la NSA et les grandes entreprises de technologie américaines d'il y a 4 ou 5 ans. C'est pour ça que vous faites bien de le rappeler. J'ai noté tout à l'heure que ça avait été souligné dans le débat. C'est quelque chose dont on parle assez peu ici quand on parle de la Chine. Jean-Paul Chang, cette affaire Huawei, elle est liée, d'après vous, aux négociations commerciales? Écoutez, c'est une monnaie d'échange. Je pense que c'est ça qui montre la complexité finalement de la situation aux États-Unis aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez un président qui donne peut-être une direction, mais vous avez quand même les différents départements du gouvernement américain qui avancent de manière un peu autonome avec et de manière indépendante du pouvoir politique. Il faut croire que la justice américaine est indépendante. Oui. Je veux dire, autrement, où est-ce qu'on va je pense qu'effectivement. Mais ceci dit, est-ce que cette affaire va impacter vraiment les négociations en cours? Personnellement, je ne crois pas. Je pense même que les deux puissances ont tout à fait intérêt à séparer ces discussions. Ça tombe plutôt mal, finalement. Ça tombe mal, bien sûr, ça crée une ambiance. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ça se passe... ce qu'on remarque si on prend un peu de distance, c'est la montée de la méfiance réciproque. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement irréversible et c'est d'une réalité palpable. Chose qui n'existait pas il y a encore
4 ou 5 ans. Je veux dire, il y avait encore une sorte de... je veux dire, les deux pays étaient quand même relativement proches. Tandis que là, il y a une méfiance générale. Oui. Donc, c'est l'illustration plutôt de cette grande méfiance et donc de beaucoup d'excès de zèle de part et d'autre. Mais je ne crois pas, moi, personnellement, que cette affaire Huawei, malgré le côté très sensible, parce que c'est une entreprise chinoise star, etc., pour le moment, en tout cas, je ne crois pas que cette affaire va être évoquée tout au long de la discussion. Peut-être qu'à la fin, effectivement, il y aura des arrangements ou des messages qui sont passés, mais je ne crois pas que ça puisse impacter sur le reste. Une société fondée par un ancien ingénieur de l'armée chinoise, interrogé en 2007 par des agents du FBI, il aurait assuré à tort que son entreprise n'a jamais été en relation directe avec une société iranienne. C'est ça aujourd'hui, hein, l'un des problèmes. Je vais rebondir sur ce qui a été dit sur le jeu du département de la justice, parce que le 30 novembre, Huawei, au moment où les délégations américaines et chinoises dînaient à Buenos Aires, en fait, l'affaire Huawei, donc l'arrestation à Vancouver, a eu lieu à ce moment-là. Hein. Et c'était plutôt une mauvaise affaire pour Trump à ce moment-là. Et là, bon, je veux bien croire que ça joue en pression, mais je ne suis pas aussi sûr que ça soit... en tout cas, cette affaire a pollué aux deux moments de la négociation. La négociation, quoi. Bon. Et le deuxième point, ce que vous venez de dire, c'est ce qui a été dit sur la confiance. Je pense que ça, c'est le point le plus important. Parce que, supposons... les États-Unis ont... L'arrestation est mal vécue en Chine ? Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, l'absence de confiance entre les deux gouvernements, on a quand même une crise qui peut arriver au niveau mondial. S'il n'y avait pas eu la confiance en 2008 entre Chine et États-Unis, ça se serait très très mal passé. Et donc je pense que ça, c'est... Oui, mais sur ce cas industriel-là, Huawei, deux filiales de Huawei sont aussi inculpées d'associations de malfaiteurs en vue de dérober des secrets industriels, ceux de l'américain T-Mobile. C'est quand même pas rien, Fabrice Epelmoineau. Il y a volonté de voler c'est absolument rien. Délibérément des secrets technologiques d'entreprises américaines. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Il y a une affaire dans la cybersécurité très connue, il y a de ça quelques années, qui s'appelle les Shadow Brokers, qui a consisté pour un groupe non identifié, qui est vraisemblablement des anciens de la NSA, à dérober de l'armement électronique de la NSA et ensuite à les disperser dans la nature ou à les vendre, qui a montré de façon incontestable que la NSA possédait des espèces de laisser-aller qui leur permettaient de pénétrer les entreprises qui étaient protégées par du Fortinet ou du Cisco, soit l'essentiel des modèles de protection de firewall des entreprises occidentales et chinoises. La NSA faisait ça de façon industrielle par rapport à ce qui est révélé pour l'instant de Huawei et qui pourrait s'avérer. Je précise que d'ailleurs Huawei, nous avons contacté la direction de Huawei ici en France et qu'aucun de ses membres n'était disponible pour venir répondre. J'aimerais revenir sur la confiance. C'est quelque chose d'absolument essentiel. La confiance, c'est ce qui disparaît à tous les niveaux de la société et de l'économie, et c'est le corollaire de la société de surveillance qui se met en place, soit de façon étatique, c'est ce qu'on voit à travers la NSA, Huawei qui est para-étatique, on va dire, qui aurait de façon commerciale. Facebook, Google, tout ça fait disparaître la confiance de nos sociétés. Huawei, Jean-Paul Chang aurait délibérément appliqué un système de primes, c'est ce que disent les documents judiciaires publiés lundi, aurait délibérément appliqué un système de primes pour encourager sciemment le vol de secrets technologiques d'entreprises rivales. Alors, en fait, la réalité de cette affaire, c'est que c'est vrai qu'il y a des employés de Huawei qui ont volé effectivement un bras d'un robot de test dans les sociétés américaines, dont vous avez cité le nom tout à l'heure. Voilà, et en fait, il y a eu ensuite un jugement en civil, au tribunal civil, et Huawei a été condamné. Huawei a présenté ses excuses et a payé des amendes, des dédommagements. C'était réglé au niveau civil. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'extraterritorialité du droit américain les rattrape sur l'histoire de l'Iran, et le ministère de la Justice revient ensuite pour dire que les dirigeants de Huawei ont menti aux gens de FBI, ce qui est très grave aux États-Unis, n'est-ce pas, parce que ils ont découvert que les coupables du vol avaient reçu les primes cette année-là. Donc bon, voilà. Donc tout ça, c'est la bonne guerre. Attendons la suite. Voilà. Jean-Raphaël Chapelier. On a parlé tout à l'heure de Huawei, en quoi ça sera un arbitrage ou un épilogue pour la négociation commerciale. Il faut se souvenir ce qui s'est passé au mois de mars. Au mois de mars, on était au niveau des négociations commerciales et il y avait l'affaire ZTE, un deuxième équipementier également accusé pour les mêmes raisons. Alors c'est pas l'importance de Huawei. Ensuite, il y a eu ce fameux tweet de Trump en disant il ne faut pas faire du mal, 50 000 emplois qui détruit à ZTE, c'est pas bien. Et il y a eu une négociation pour régler l'affaire ZTE. Je pense que ça serait effectivement très très difficile maintenant dans le cas de Huawei, parce que à cause du côté bipartisan.
à cause du côté bipartisan, là, ils se feraient attaquer par les démocrates de façon très forte. Quoi. Donc on a exactement la même configuration qu'au mois de mars l'an dernier. Peut-être plus grave encore, ces soupçons d'espionnage au profit de la Chine pour Huawei. Des accusations fondées, Fabrice Epelboin, d'après vous? L'entreprise est-elle plus loyale au gouvernement chinois qu'à ses clients? C'est ça finalement la question. Bien évidemment, particulièrement en Chine. Particulièrement en Chine parce qu'ailleurs aussi c'est le cas? Oui, ailleurs, elles sont contraintes. Il y a des lois comme le Patriot Act aux États-Unis qui fait que les entreprises américaines n'ont absolument aucun choix que de collaborer avec. C'est le cas aussi d'une loi en Chine qui date de 2017 sur le renseignement, qui impose effectivement aux entreprises chinoises de coopérer sur demande avec les autorités. Il faut bien comprendre que le monde est en train de se transformer. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, à travers ces diverses technologies de surveillance, et qu'il y a deux modèles qui se battent. Le modèle américain qui consiste à faire un partenariat public-privé, en quelque sorte. Facebook, Google, dont les liens avec l'armée et le renseignement sont très étroits, et puis un modèle chinois qui est un modèle intégré, avec un social credit score qui permet de donner accès aux services publics et aux libertés fondamentales en fonction de la notation que le gouvernement chinois et tout un système un peu complexe. Ça, c'est un flicage généralisé avec vous avez exactement le même dans le monde occidental. Avec reconnaissance faciale. Vous avez, il vient d'être voté, il a failli être voté à l'Assemblée nationale cet après-midi, ce type d'amendement. Donc il ne faut pas non plus se focaliser sur la Chine, c'est un phénomène mondial qui se développe de deux façons, encore une fois, de façon intégrée en Chine et de façon mix hybride entre public et privé. Et pour l'instant, tout laisse à croire que c'est le privé, c'est-à-dire les GAFA, qui prendront le lead des gouvernances autrefois démocratiques dans le monde occidental. Donc, ne focalisons pas trop sur la Chine. Là, vous nous décrivez un monde orwellien. On y est. C'est pas qu'il va venir, c'est on y est. Il faut maintenant apprendre à le décoder, à le comprendre et à comprendre ces différentes modes d'évolution. Donc, vous dites que c'est simplement une différence culturelle, mais dans le fond, ça nous mène finalement à la même, c'est une différence destination de stratégie de l'État chinois. L'État chinois a compris tout ça, s'est adapté au numérique, s'est transformé et est devenu une dictature basée sur la surveillance des individus. L'État américain, tout comme les démocraties occidentales, n'ont pas compris ça. Elles se sont fait disrupter par ce qu'on appelle les populistes qui se sont saisis de ces technologies. C'est ce qu'a montré l'affaire Cambridge Analytica pour surveiller les individus et prendre le contrôle de l'opinion publique. Mais au final, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut laisser Huawei fournir des équipements dans les réseaux de nouvelle génération 5G? C'est la question que se pose aujourd'hui ceux qui vont être en charge ou sont en charge des appels d'offres en Europe, parce que c'est vrai que la question elle a déjà été tranchée d'une certaine manière. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, on a dit on ne veut pas. Le choix, il est très clair. Quel est le risque en fait? Est-ce que vous voulez être surveillé par les Chinois ou par les Américains? En fonction de ça, en gros, si Huawei fournit des composants et du matériel d'équipement à quelque niveau que ce soit, elle aura les moyens d'espionner? C'est vraisemblable, c'est très crédible, c'est très probable. Mais il en est exactement de même avec de l'équipement Cisco. Et ça a été prouvé, reprouvé à de multiples reprises. Dans la mesure où nous ne sommes pas souverains sur ce type d'équipement, nous avons le choix entre se faire surveiller par les Américains ou par les Chinois. C'est-à-dire de consolider cette forme de colonisation numérique que les États-Unis ont sur l'Europe, ou de diversifier nos colons. C'est un problème lié à la technologie elle-même, à la 5G? Non, pas du tout. C'est une question la technologie le permet en tout cas. Non, les anciennes technologies le permettaient tout autant. On faisait ce genre d'espionnage à travers du hardware au début des années 2000. Cisco, Fortinet, tout ça faisait exactement la même chose au tout début des années 2000, il y a plus de 10 ans. Cette technologie 5G, c'est juste le renouvellement d'une infrastructure, mais l'infrastructure précédente avait les mêmes problèmes. C'était un sujet tabou auparavant et on l'écartait du débat public en le qualifiant de complotisme. Mais la réalité, c'est que ce problème-là est prégnant depuis des années et des années. La réalité, c'est que nous-mêmes, Français, faisons exactement la même chose. La DGSE s'est fait alpaguer très récemment pour avoir livré des ordinateurs eux-mêmes vérolés au Sénégal. C'est une pratique absolument courante et qui ne date pas d'hier. Ce qui est nouveau là-dedans, c'est le fait d'ouvrir les yeux et le fait que les médias s'emparent du sujet et essayent de comprendre de quoi cela nous parle. Cela nous parle du monde orwellien dans lequel nous sommes entrés en plein. Il n'y a pas une logique quand même, Jean-Paul Chang, à refuser l'entrée d'entreprises chinoises dans la mesure où la Chine elle-même ferme son marché Internet a un certain nombre de services. Il n'y a pas Google, il n'y a pas d'autres sites auxquels nous avons accès, nous, ici en Europe. C'est un enjeu en discussion, justement, dans les débats sino-américains aujourd'hui. Puisque cette asymétrie.
Oui, c'est asymétrique et que les Américains réclament, entre autres, l'accès finalement des GAFA. Ils l'auront. Google met au point de moteurs de recherche. Oui, mais ils n'ont pas Dragonfly complètement. Aujourd'hui, non. Google à Pékin, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Amazon, il y a une comment dire, une version chinoise. Il y a un léger concurrent qui est énorme. Mais, Alibaba. Disons énorme, que ce problème de réciprocité fait partie des discussions, des négociations aujourd'hui. Alors les Chinois font quelques concessions déjà. On apprend que sur le plan financier, par exemple, Standard & Poor's, S&P, va s'installer en Chine. C'est ce qui en fait, c'est une agence bombe. de notation. Oui, c'est une bombe pour les Chinois, parce que pendant des années, ils ont dit que les agences de notation américaines, c'est l'instrument de l'impérialisme. Avec la possibilité de noter les instruments, les établissements de crédit chinois librement sur les prêts notamment. Oui, donc les prêts aux entreprises. Ils vont obtenir l'entrée en Chine. Probablement la carte Visa va pouvoir être enfin accepté en Chine et se diffuser. Un certain nombre de choses. Donc vous dites que la Chine s'ouvre. Un peu. Tesla a ouvert sa plus grande usine du monde à Shanghai, il ne faut pas oublier. Pendant la crise, Tesla a ouvert son usine à Shanghai. Donc c'est la plus grande usine Tesla au monde. Donc il y a quand même des courants qui se passent. Et n'oublions pas quand même qu'entre les deux pays, c'est quand même 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires par jour. Donc, puisque ça atteint, si on ajoute dans les deux sens, on est à plus de 600 milliards de commerce entre les deux. Donc, en fait, il y a une réalité humaine et commerciale qui continue. Et il y a des grands enjeux qui sont aujourd'hui identifiés. Et donc, toutes les négociations aujourd'hui se posent là-dessus. Chacun avec ses arguments, des concessions, tout ça. D'une façon générale, c'est pour ça que je pense que si les Chinois font des concessions, ce qui est très important, parce qu'il semblerait que, pour toutes les raisons qui ont été décrites, Trump va se montrer très ferme dans son approche. Mais si les Chinois font des concessions, on peut rester un peu optimiste sur quand même, à un moment donné, ça va s'édulcorer et qu'on sortira de cette mauvaise passe entre les deux. Quant à Huawei, tout à fait entre nous, Huawei a déjà signé avec une cinquantaine de pays et de régions pour fournir des équipements de 5G. Et donc, ils ne vont pas s'écrouler non plus à cause de ça, même s'ils vont être bloqués dans le développement. Mais d'un autre côté, je veux dire, on voit bien que derrière le 5G, il y a aussi une bataille de normes et de fournitures. Donc, il y a un problème de concurrence vraiment commerciale. Quand la politique s'en mêle, je veux dire, effectivement, ça rend les choses très compliquées. Et on va jouer sur la paranoïa, la méfiance, on va dire tout ça. Voilà. Elsa Conessa, il y a ce déficit commercial abyssal des États-Unis avec la Chine et qui ne date pas d'hier. La contrepartie, on l'oublie parfois, c'est aussi que les Chinois sont les premiers détenteurs de dette publique américaine. Les Américains en ont conscience. Est-ce qu'ils le craignent? Est-ce qu'ils se sentent finalement dans la main d'un créancier qui demain peut se retourner contre eux? Écoutez, c'est un sujet qui est très souvent évoqué en Europe et je trouve très peu évoqué ici, même dans les médias. C'est curieusement pas un sujet de préoccupation. En tout cas, ça semble pas en être un. C'est probablement lié à cette espèce de conviction qu'ont les Américains que de toute façon, vous voyez, le déficit peut se creuser, la dette peut augmenter. Finalement, c'est la première économie du monde, la première devise du monde, et que elle restera toujours en position de force. C'est mon interprétation, c'est pas basé sur des faits réels. C'est un peu le paradoxe parce que Donald Trump a bâti son élection sur cette hantise du déficit commercial. Et il a pratiqué des baisses massives d'impôts qui ont contribué à creuser le déficit budgétaire et donc la dette américaine sans que ça émeuve absolument pas, en tout cas, ses électeurs. Ça peut sembler un paradoxe vu de l'extérieur. Oui. Oui, c'en est un. D'ailleurs, au début de son mandat, les républicains conservateurs, les plus orthodoxes, s'étranglaient quand on leur mettait sous les yeux les chiffres des baisses d'impôts, 1 000 milliards sur 10 ans. Mais finalement, en fait, ils se sont tous rangés les uns après les autres derrière Trump parce que c'est un président qui reste globalement soutenu par ses électeurs. Les baisses d'impôts, c'est toujours populaire. Et finalement, en fait, le plafond de la dette et le budget, on le renégocie tous les 3 mois au Congrès. Et la dépendance envers la Chine, donc Vu de France, un pays qui est quand même très contraint budgétairement, qui a un cadre budgétaire très strict, à la fois pour des raisons européennes et puis même pour la culture budgétaire de la France par rapport aux États-Unis, c'est assez frappant de voir à quel point ici, finalement, c'est une matière souple qu'on peut discuter régulièrement. On invente des nouvelles règles pour prolonger le plafond de la dette, pour
adapter le déficit pour que les discussions continuent sans que finalement jamais il y ait un retour à la réalité sur les dépenses publiques américaines finalement. Et donc cette question de la détention de la dette américaine par les Chinois, étonnamment, elle n'est pas tellement évoquée, même d'ailleurs sur les marchés par les investisseurs. C'est pas quelque chose qui semble réellement inquiéter sur la dette américaine, curieusement. Jean-Raphaël Chapognat, vous voulez réagir? Oui, les États-Unis, c'est pas la France. La France, sa dette est détenue par les investisseurs étrangers. Aux États-Unis, la dette est détenue par les Américains. La part chinoise, c'est la plus grosse part parmi les étrangers. Ça représente 5% de la dette. Oui. Et elle est libellée en dollars. Oui, mais c'est 5%. Ce qui est l'avantage. C'est 5%. S'ils vendaient 5%, ce serait une catastrophe. Mais c'est 5%, c'est pas la France. C'est pas les non-résidents qui sont majoritaires. Jean-Paul Chang. Oui, on remarquera quand même que on voit le secrétaire au Trésor américain participer à ces négociations et il est classé même par la presse américaine parmi les colons plutôt que les faucons. Oui. Hein, donc je pense qu'ils sont quand même conscients que ce soutien existe pour les achats de bons du Trésor américain, même si, encore une fois, ce n'est pas fondamental. Oui, mais 5%, c'est important sur le marché. Hein, mais c'est pas le premier créancier. Voilà. Vous vouliez dire, non? Vous voulez ajouter sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est ce problème de la confiance, qui est derrière tout, aussi bien la technologie que la finance, que la monnaie. La confiance dans la monnaie, ou en l'occurrence la confiance dans le dollar, parce que si le dollar baisse, ce sont les économies des Chinois. Mais aussi dans l'euro et dans tout un tas de produits financiers, tout ça repose sur la confiance. Et cette confiance, on la voit disparaître au fur et à mesure des sondages. Je pense notamment à celui qu'on fait chaque année au Cevipof à Sciences Po, où on voit qu'elle s'effrite en tout, envers les responsables politiques, envers les médias, envers les institutions. Tous les symboles du pouvoir. Tous les symboles du pouvoir, de la finance, tout. Absolument tout. Et ça, il faut vraiment bien saisir que c'est le signe absolument inéluctable de l'entrée dans la société de surveillance, où plus personne ne se fera confiance, et dans lequel il va falloir reconstruire une société sans confiance. Ce qui, au passage, donne tout le côté fascinant de la blockchain, qui est une technologie qui fonctionne sans confiance. Mais fondamentalement, on est rentré dans cette ère. Ce n'est plus un risque, c'est une réalité, et maintenant, il va falloir nous adapter à ce nouveau monde, à travers des bouleversements comme, typiquement, l'arrivée de gens comme Trump, Bolsonaro, Matteo Salvini en Italie, qui sont portés par les technologies, qui comprennent les technologies, qui ont embrassé les technologies, qui les instrumentalisent pour prendre le contrôle, et par la formation de la Chine, qui, elle, est la seule nation qui a su se transformer, s'adapter à ces technologies, se renouveler, réinventer un modèle, vraiment pas de démocratie, de dictature, mais totalement innovant, et qui, elle, est en mesure d'assurer une continuité là où les autres connaîtront nécessairement des ruptures. En un mot, ça laisse sous l'Europe, ça, parce que finalement, ces négociations entre Trump et la Chine, est-ce qu'ils s'entendent sur le dos de l'Europe, qui, elle, doit se faire une place dans ce commerce mondial? Sur beaucoup de points, il y avait un papier récent l'équivalent du MEDEF allemand, qui partageait exactement la position américaine. Et pour cause, l'automobile allemande a quand même beaucoup d'enjeux et d'intérêt dans la relation avec les États-Unis. Jean-Paul Chang, vous pensez, vous, que l'Europe n'a rien à perdre finalement dans ces négociations commerciales entre Chine et États-Unis? Si c'est un échec, tout le monde va en pâtir, y compris parce que ça va être un désordre total dans le commerce international. Ça veut dire la remise en cause de l'OMC, des réformes envisagées aujourd'hui. Et donc l'Europe sera victime. Et au cas où ces deux-là s'entendent, est-ce que le président américain ne sera pas tenté là, de durcir le ton cette fois avec les Européens et notamment les Allemands? Il n'a pas besoin de se baser sur ses résultats avec les Chinois pour le faire déjà. Donc, un des reproches qu'il fait aux Allemands, c'est que les Allemands gagnent de l'argent et ne les dépensent pas pour soutenir les bons du Trésor américain. Alors qu'au moins les Chinois, quand ils gagnent de l'argent, ils le remettent aux États-Unis. Voilà, donc, Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat qui arrive maintenant à son terme. Merci Jean-Paul Chang, merci à vous Jean-Raphaël Chapognat, à Fabrice Epelboin et Elsa Conessa qui était avec nous en duplex de New York.